Par une journée parfaitement calme, un point apparaît à l'horizon, loin en pleine mer. Il grandit à mesure qu'il se rapproche et bientôt on peut constater que c'est un navire. Mais lorsque tu le regardes à travers la longue vue, tu as froid dans le dos. Le navire est en parfait état et sa cargaison est à bord, mais il est complètement dénué d'équipage, dérivant inexorablement au gré du courant. C'est ce qu'a vu le capitaine de l'Helen Austin en 1881 et ce qui a apporté autant de peine à son équipage. En décembre de l'année précédente, l'Helen Austin, un grand navire de 64 mètres de long, a quitté le port de Liverpool pour effectuer le voyage jusqu'à New York. Le navire transportait un chargement de personnes espérant trouver une vie meilleure dans le Nouveau Monde. Le capitaine A.J. Griffin dirigeait le navire en cap sud-ouest pour un trajet plus court. Et début 1881, ils se sont retrouvés au nord de la mer des Sargasses, connue pour son manque de vent et ses forts courants circulaires. Les navires qui y étaient pris pouvaient perdre le contrôle et continuer à dériver en rond jusqu'à ce qu'ils soient entraînés vers le centre. De là, il leur faudrait extrêmement de chance pour pouvoir s'extraire de ces courants. Mais le plus souvent, ils restaient à jamais dans le désert, désolés de cette mer. Pire encore, la région appartenait au tristement célèbre Triangle des Bermudes, déjà connu pour faire sombrer les navires et les faire disparaître sans laisser de traces. L'équipage du navire était nerveux, craignant de se trouver dans une zone aussi dangereuse, si près d'une mer qui pourrait les immobiliser. Un jour, l'Helen Austin a perdu de sa vitesse et est tombée à la dérive, sans aucun vent. Mais tout allait bien. Ils avaient de nombreuses provisions et étaient toujours dans les temps. Le capitaine Griffin se déplaçait sur son navire et donnait des ordres avec une voix calme mais autoritaire, et son équipage ainsi que les passagers avaient entièrement confiance en lui. Mais soudain, la vigie a hurlé d'en haut qu'un navire était en vue. Et effectivement, quand le capitaine a regardé dans la direction indiquée par la vigie, il a vu un bateau s'approchant doucement de l'Helen Austin. Plus il s'approchait, plus il était évident que la façon dont l'étrange bateau se déplaçait n'était pas normale. Le capitaine a fait la grimace et l'a examiné à travers sa longue vue. La goélette était intacte, mais complètement silencieuse. Il n'y avait pas une seule âme à bord. Les navires abandonnés n'étaient pas si rares dans l'Atlantique à cette époque, mais les pirates non plus. Le capitaine Griffin a décidé d'attendre et de regarder. Au bout de 2 jours, la goélette était toujours aussi silencieuse et le capitaine a finalement estimé qu'il était sûr de s'y rendre. Il a donc décidé de sélectionner une petite équipe de marins et est monté à bord du navire échoué. Il n'y avait personne, mais la chance semblait être du côté de Griffin. La précieuse cargaison de bois d'acajou était toujours dans les cales. Le capitaine est alors retourné sur l'Helen Austin et a ordonné à ses hommes de confiance de conduire le petit bateau jusqu'à New York. Le moral de l'équipage s'est considérablement amélioré avec la perspective des richesses qui les attendaient à l'arrivée. Lorsque le vent a recommencé à souffler fort, l'Helen Austin a continué son voyage, avec le navire sans nom dans son sillage. Mais au bout de quelques jours, les navires ont été pris dans une puissante tempête et ont été séparés. Le vent, la pluie et les vagues les ont frappés pendant plusieurs jours d'affilée. Lorsque le temps s'est enfin calmé, le capitaine Griffin a ordonné de retrouver la goélette. Ils ont cherché pendant 1 jour de plus jusqu'à ce qu'ils la trouvent finalement à la dérive, bien loin de leur cap. Griffin a appelé ses hommes à bord du plus petit navire, mais personne n'a répondu. Un groupe de marins est allé enquêter et est revenu avec le visage blanc de terreur. Tout l'équipage du navire avait disparu dans la tempête. Cependant, le capitaine n'était pas du genre à perdre une trouvaille aussi précieuse et a donc ordonné à une autre équipe de reprendre le contrôle du voilier. À contre-cœur, les marins ont obéi et les 2 navires ont continué leur voyage. Ils ont convenu de rester aussi près que possible l'un de l'autre et de faire retentir leurs signaux sonores à intervalles réguliers la nuit pour se faire savoir que tout allait bien. Plusieurs nuits se sont déroulées sans problème, les cloches sonnant toutes les heures de façon rassurante. Mais un jour, une épaisse couche de brouillard est tombée sur la mer et a presque complètement bloqué leur vision. Les navires ont continué à avancer et ont commencé à faire sonner leurs cloches plus tôt. La nuit venue, le brouillard était toujours là, mais les cloches étaient le son de la vie, jusqu'à ce qu'elles s'arrêtent. Le capitaine Griffin a sonné 1 fois, puis 2 fois. Pas de réponse. L'équipage a allumé les feux et regardé attentivement la mer. Mais le brouillard ne s'était toujours pas levé et ils ne voyaient strictement rien.
Personne n'a pu dormir cette nuit-là et ils ont attendu, en silence, jusqu'à l'aube. Les premiers rayons de soleil ont permis au brouillard de se disperser lentement et tout l'équipage s'est rendu sur le bord du pont, le cœur lourd. Il y avait encore de l'espoir en eux, jusqu'à ce que les dernières particules de brouillard se lèvent, révélant un vaste océan calme et surtout vide. La goélette sans nom avait disparu, tout comme la deuxième équipe des marins de l'Helen Austin. Le navire a fait le reste du chemin jusqu'à New York dans un silence de plomb. Une fois arrivé au port, les passagers n'étaient que trop heureux de quitter le navire. Cela a été le dernier voyage de ce navire sous le nom d'Helen Austin. La même année, il a été vendu à une compagnie maritime allemande et renommé Meta. Personne n'a jamais retrouvé la goélette abandonnée ni les marins qui ont disparu avec elle. Et ce serait probablement la fin de cette histoire mystérieuse et irrésolue si elle contenait un tant soit un peu de vérité. En réalité, aucune des choses énigmatiques de ce récit ne s'est réellement produite. L'Helen Austin a en effet quitté Liverpool et s'est dirigé vers le sud-ouest, en direction de New York, et son capitaine était bel et bien A.J. Griffin. Il emmenait bien des gens sur le continent américain, mais à partir de là, l'histoire se casse la figure. Tout d'abord, le navire est allé beaucoup trop loin au nord pour croiser la mer des Sargasses. Il n'y avait tout simplement aucune raison de faire un détour aussi important. Même si les vents d'ouest étaient forts, il était quand même plus rapide de les prendre de front que d'aller vers le sud. L'Helen Austin n'était donc probablement pas à proximité de la mer des Sargasses, ni du triangle des Bermudes. Deuxièmement, il a été prouvé à maintes reprises que le triangle lui-même n'est rien d'autre qu'une œuvre de fiction. En fait, il a gagné en popularité au milieu du XXe siècle, alors que personne n'avait même pensé à dessiner un triangle dans la région des Bermudes avant cela. Le mystère a été popularisé par les auteurs de science-fiction et est devenu un mythe courant, alors qu'aucune recherche sérieuse n'a prouvé qu'il était plus dangereux qu'une quelconque autre partie des océans. Ainsi, l'équipage de l'Helen Austin ne connaissait même pas le triangle des Bermudes à l'époque. Et encore moins en avait-il peur. Troisièmement, toute l'histoire a été racontée et relayée par des magazines à sensations et des personnalités aimant le mystère, avec des détails toujours changeants. Elle a été publiée pour la première fois dans un journal en 1906 et avait déjà une date erronée. L'article disait que le voyage avait eu lieu en 1891 au lieu de 1881. Plus tard, l'histoire a refait surface en 1935 à la radio avec un nom de capitaine erroné, c'était Baker, et pas Griffin. La date était également fausse, affirmant que le voyage avait eu lieu en août 1881, alors que l'Helen Austin avait déjà été rebaptisée Meta. La légende a continué à prendre ampleur avec d'autres détails étranges, comme la route du navire de Londres jusqu'à Terre-Neuve, ce qui ne fut jamais le cas. Mais le démantèlement final est venu des archives de la Lloyd's de Londres, le marché de l'assurance maritime qui tient tous les registres des itinéraires des navires de commerce et d'émigration. Les documents qui s'y trouvent indiquent qu'en février 1881, l'Helen Austin a effectué son voyage transatlantique vers New York sans incident. Le capitaine A.J. Griffin a débarqué du navire avec tout son équipage bien au chaud et n'a déclaré aucune perte pendant le voyage. Celui-ci a duré plus de 2 mois car le navire a dû affronter de forts vents d'ouest qui l'ont repoussé vers la Grande-Bretagne. L'équipage n'a fait état d'aucune rencontre étrange en cours de route et le voyage a été aussi ennuyeux qu'il pouvait l'être. Et même les passagers ont dû sourire lorsqu'ils ont enfin mis le pied sur le sol américain, ignorant l'histoire bidon à laquelle ils allaient être mêlés. En 1945, 5 avions TBF Avenger ont pris leur envol pour un exercice d'entraînement de routine autour du triangle des Bermudes. Au milieu de l'exercice, les avions ont été frappés par une pluie intense et des vents violents, malgré des prévisions météorologiques favorables. Les pilotes ont été fortement désorientés et ont contacté la base par radio pour signaler que leur équipement de navigation avait cessé de fonctionner. La dernière chose que la base a entendue était « Quand le premier avion descendra en dessous de 10 gallons, nous descendrons tous ensemble. » Et puis... silence. Les 5 avions et leurs 14 passagers n'ont jamais été revus ni entendus. Lors de son tout premier voyage vers le Nouveau Monde, en 1492, Christophe Colomb a traversé le triangle des Bermudes. Il a rapporté qu'une nuit, alors qu'il était sur le pont du navire, il a vu apparaître au loin une lumière géante, comme il n'en avait jamais observé auparavant. Colomb a regardé sa boussole pour s'orienter, mais celle-ci montrait des indications illogiques. Tu as peut-être remarqué que le triangle des Bermudes n'apparaît sur aucune carte du monde. Cela s'explique par le fait que les institutions officielles refusent de reconnaître l'existence de cette zone.
En mars 1918, avec un équipage de 306 personnes, l'USS Cyclops a quitté la Barbade pour rentrer à Baltimore. Le navire a traversé le triangle des Bermudes pendant son trajet et n'a jamais réapparu. Le Cyclope n'a jamais émis de signal de détresse et a disparu sans aucune explication, ce qui en fait le plus grand navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. Aucune épave n'a jamais été retrouvée. Personne ne sait exactement combien de navires et d'avions ont disparu dans le triangle des Bermudes. Une estimation approximative est de 50 navires et 20 avions. La plupart du temps, les disparitions n'ont pas d'explication et il ne reste jamais aucune épave. En 1800, un grand voilier appelé USS Pickering a quitté les États-Unis pour se rendre aux Indes occidentales. Le navire est entré dans le triangle des Bermudes avec son équipage de 90 hommes et on n'a plus jamais entendu parler de lui. L'USS Pickering a été le premier navire à disparaître dans le triangle des Bermudes. On pense que le navire a été emporté par une tempête, mais comme aucune épave n'a jamais été retrouvée, on ne pourra jamais en être sûr. La célèbre pièce de William Shakespeare, La Tempête, a été inspirée par le triangle des Bermudes. Les marins rentraient en Angleterre pour raconter des histoires sur les eaux dangereuses près des Bahamas, où des navires disparaissaient mystérieusement. Ces histoires sont parvenues à l'auteur lui-même et lui ont inspiré sa dernière pièce qui raconte l'histoire d'une tempête en pleine mer qui a transporté un navire vers une terre mystérieuse. Le naufrage de la pièce de Shakespeare est basé sur le Sea Venture, un navire du XVIIe siècle. Ce navire transportait des provisions d'Angleterre vers la Virginie lorsqu'il a été frappé par une énorme tempête dans le triangle des Bermudes. Le Sea Venture a été frappé par la tempête pendant 3 jours et a rejoint la côte de justesse. Les survivants de l'épave se sont échoués sur une partie désolée des Bermudes pendant 9 mois. Lorsque les avions TBF Avenger ont disparu, une énorme opération de recherche a été lancée. Des bateaux et des avions ont fouillé le triangle des Bermudes à la recherche de tout signe de l'avion. L'un des avions de recherche était un hydravion PBM-5 Mariner. Celui-ci a pris son envol à 19h27 et a émis un message radio de routine 3 minutes plus tard. Ensuite, on n'a plus jamais entendu parler de lui. Aucune trace n'a jamais été trouvée de cet avion de sauvetage ou des 5 avions Avenger. Une vaste enquête a été lancée sur la disparition de tous ces engins, mais rien n'a jamais été découvert. Comme le triangle des Bermudes n'est pas un lieu reconnu, personne ne connaît son emplacement exact, ni sa taille. Certains pensent qu'il couvre environ 1,3 million de kilomètres carrés autour des Bermudes. D'autres pensent que le triangle est aussi grand que 3,9 millions de kilomètres carrés. Le triangle des Bermudes est pourtant l'une des routes maritimes les plus fréquentées au monde. Certains sceptiques pensent que c'est justement là que réside le mystère du triangle des Bermudes. Statistiquement, plus la zone est fréquentée, plus la fréquence des accidents et des disparitions est élevée. Bien que cela soit logique, ce n'est pas la fréquence des disparitions qui est responsable du mystère du triangle des Bermudes, mais bien l'absence d'explication ou d'épaves retrouvées. Le triangle des Bermudes abrite le point le plus profond de l'océan Atlantique, la fosse de Milwaukee. La zone a une profondeur maximale de plus de 8200 mètres. Il s'agit de l'un des points les plus profonds du fond de l'océan, mais il est encore loin des 10 700 mètres de la fosse des Mariannes. Mais cette énorme profondeur pourrait expliquer pourquoi si peu d'épaves ont été retrouvées. Le triangle des Bermudes est le théâtre de phénomènes météorologiques intenses et imprévus. Les tempêtes se forment rapidement et de manière surprenante, puis disparaissent peu après. Si tu clignes des yeux, tu risques de les manquer. Cela pourrait expliquer pourquoi peu de signaux de détresse sont émis. Les pilotes et les marins n'ont jamais vu venir le mauvais climat. De nouveau en l'an 1800, le navire USS Insurgent était en patrouille lorsqu'il s'est brièvement arrêté dans une base côtière avant de reprendre la mer. C'est la dernière fois que le navire a été vu. Une violente tempête aurait frappé les Indes occidentales à cette époque. On pense que cette tempête était tellement puissante qu'elle aurait pu causer le naufrage de l'USS Insurgent et l'USS Pickering, qui ont disparu à peu près au même moment. Comme pour le Pickering, aucune épave de l'Insurgent n'a jamais été découverte. Une théorie très répandue suggère que les vagues scélérates sont responsables de ces nombreuses disparitions. Les vagues scélérates sont appelées vagues de tempête extrêmes par les scientifiques. Elles apparaissent lorsque différents phénomènes météorologiques se produisent en même temps et provoquent de grandes vagues inattendues qui peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut.
Les témoins disent que ces vagues ressemblent à des murs d'eau géants. Elles pourraient expliquer pourquoi les navires coulent rapidement et sans laisser de traces. Joshua Socklom était un marin extrêmement talentueux. C'est la première personne à avoir fait le tour du monde en solitaire. Mais malheureusement, il n'était pas de taille à affronter le triangle des Bermudes. En novembre 1909, Slocum a dit au revoir à sa femme et est parti pour l'un de ses habituels voyages d'hiver vers les Indes occidentales. La femme de Slocum a signalé sa disparition après plusieurs mois sans contact. On dit qu'il a fait escale à Miami pour se réapprovisionner avant de disparaître dans le triangle des Bermudes. Près des côtes du Japon se trouve le triangle des Bermudes de l'océan Pacifique. On l'appelle le triangle du dragon. Entre 1950 et 1954, 9 navires ont disparu dans cette zone sans laisser de traces. Le navire Kaiomaru 5 a été envoyé pour enquêter sur ces disparitions inexpliquées, mais il s'est également volatilisé. Après cet incident, les autorités japonaises ont qualifié la zone de dangereuse et les marins sont depuis encouragés à l'éviter. Au fond de l'océan, les organismes de décomposition libèrent de grandes concentrations de méthane qui restent piégées sous l'eau. Ce gaz peut s'accumuler jusqu'à ce que, boum, il explose. Le gaz remonte à la surface et fait irruption. Si un navire se trouve dans la zone d'une de ces zones de fracture, l'eau devient beaucoup moins dense et le navire coule rapidement et sans avertissement. Les scientifiques pensent que cela pourrait aussi être la cause des nombreuses disparitions dans le triangle des Bermudes. Bien que cette théorie soit tout à fait logique, elle ne semble pas très probable. Le United States Geological Survey a déclaré qu'aucune émission importante de gaz ne se serait produite dans le triangle des Bermudes au cours des 15 000 dernières années. En juillet 2015, 2 adolescents ont disparu après avoir pris la mer au large des côtes de la Floride. Le mystère plane sur ce que les 2 adolescents étaient réellement en train de faire. Ils ont dit à leurs parents qu'ils allaient simplement pêcher, mais ils ont dit à leurs amis qu'ils allaient faire une traversée jusqu'aux Bahamas. Peu après leur départ, une série d'orages s'est déplacée vers la région et on n'a plus jamais entendu parler des garçons. Une vaste opération de recherche de 24 000 km a été menée, mais malheureusement rien n'a été trouvé. 1 an plus tard, le bateau du duo a été retrouvé au large des Bermudes avec un iPhone cassé et quelques effets personnels à l'intérieur. L'une des théories les plus populaires et les plus étranges qui tentent d'élucider le mystère du triangle des Bermudes émane de Charles Berlitz. Il affirme que la région abrite la cité perdue de l'Atlantide. Selon lui, les navires et les avions disparus, ainsi que les équipements défectueux, ont tous été causés par les rayons d'énergie émis par les cristaux d'énergie spéciaux qui alimentent l'Atlantide. Bien que cela puisse paraître idiot, la théorie de Berlitz était suffisamment convaincante pour que plus de 20 millions de personnes achètent son livre dans le monde entier.